Bienvenue à tous pour ce webinaire organisé par l'Institut de l'économie positive. Je suis Marie Viseau, je suis journaliste au Figaro. J'ai le plaisir de le modérer cet après-midi. Donc nous vivons avec l'épidémie de Covid-19 une crise sans précédent et évidemment pas uniquement sur le cadre de la santé et des conséquences humaines. Avec cette crise, c'est l'ensemble de notre modèle économique, de société. C'est tout ce cadre qu'il va falloir repenser. Et donc, avec nous, Jacques Attali, pour notre plus grand plaisir, président du conseil de surveillance de l'Institut de l'économie positive et président de Positive Planète, autour de la question essentielle que nous nous posons cet après-midi: peut-on penser dès aujourd'hui le monde de demain? Et cette question, Jacques Attali, c'est à vous qu'on la pose. Alors évidemment, elle est très large, elle englobe de nombreux aspects. L'épidémie de Covid-19 replace aujourd'hui la santé au cœur des réflexions et des enjeux de politique publique. Alors évidemment, on ne peut pas encore tirer de conclusion de ce qui se passe, il est encore trop tôt. En revanche, on peut déjà en retirer des enseignements. Est-ce que vous en tirez déjà des enseignements? Oui, beaucoup d'enseignements qu'on aurait pu tirer avant et d'enseignements nouveaux qui apparaissent à chaque instant. D'abord, il faut prendre conscience et commencer comme je le fais souvent quand j'ai ce genre de conversation par dire ma gratitude et mon admiration. Ma gratitude pour tous ceux qui font les travaux de première ligne, de la santé, de la distribution, de la sécurité, du commerce, du journalisme. Et mon admiration à eux tous qui font en sorte que notre société puisse fonctionner, en particulier pour ceux qui continuent à travailler en conférence ou en télétravail, qui sont tous utiles à la société, mais plus particulièrement ceux qui sont dehors pour le bien de tous. Les leçons qu'on peut en tirer, c'est d'abord lié à cette première remarque que chacun a pu tirer déjà récemment, c'est que tous ces invisibles sont essentiels. Tous ceux qu'on a considérés comme négligeables, secondaires, mal payés, souvent venus d'ailleurs, sont essentiels au fonctionnement de nos sociétés. Et ça, il faudrait créer les conditions pour qu'on ne l'oublie pas. Je reviendrai là-dessus parce qu'il est fort probable possible que beaucoup de gens veuillent vivre cette crise comme une parenthèse. La première leçon à tirer, pour moi, ce serait celle-là. Prendre conscience que ce qui est essentiel est souvent invisible. La deuxième leçon, qui est liée à celle-là, c'est que nos sociétés ne se sont pas, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, préparées au long terme. L'Institut de l'économie positive, comme la Fondation Positive Planète, nous travaillons pour faire connaître, développer l'économie positive, c'est-à-dire l'économie dans l'intérêt des générations futures. S'il y a 20 ans, 15 ans, 10 ans, on avait écouté ceux qui disaient qu'une telle pandémie était possible, on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait créé les conditions d'en être davantage protégé ou d'avoir mis plus d'argent de recherche pour découvrir d'éventuels médicaments ou vaccins. Donc, une deuxième leçon à tirer, en dehors du fait que les invisibles sont essentiels, c'est le fait que le long terme finit toujours par nous retomber sur la figure et qu'il est très important d'en tenir compte. Et la troisième leçon, c'est qu'il ne faut pas être impatient. Tout ce qui se passe aujourd'hui va être long, très long. Nous ne sortirons pas du confinement dans 3 jours ou 4 jours. Nous sortirons du confinement quand les médecins diront que c'est possible, progressivement. Et s'il en déduit une quatrième leçon, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui vont beaucoup souffrir. Tous les métiers du tourisme, du voyage, que ce soit le voyage proprement dit, mais aussi les avions, la production d'avions, la production d'automobiles, tous ces secteurs vont souffrir, alors que d'autres vont devenir, au contraire, des secteurs où il y aura énormément d'emplois nouveaux. C'est ce que j'appelle l'économie de la vie, c'est-à-dire où l'économie, ça rejoint l'économie, les secteurs positifs, c'est-à-dire la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, le numérique, l'information, la culture, tous ces secteurs dont on voit aujourd'hui la distribution, dont on voit l'importance. Alors très bien, merci beaucoup. Je ne l'ai pas précisé au début, merci et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. On vous voit, vous êtes très nombreux, je ne suis pas la seule à poser des questions. Vous avez une fonction qui vous permet de poser des questions en direct, hein, qu'on transmettra à Jacques Attali. Pardon, hein, la technique n'est pas idéale, mais n'hésitez pas, posez vos questions. Vous êtes aussi les participants à ce webinaire organisé par l'Institut de l'économie positive. Donc, allez-y,
vous êtes aussi acteur de cette réflexion. Alors là, la deuxième question qu'on a envie de vous poser, Jacques Attali, qui est un sujet qu'on voit monter, qui est un débat qui s'installe dans le débat public, c'est cette crise sanitaire montre-t-elle tout simplement les limites d'un monde globalisé? D'abord, globaliser, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire globaliser sur le terrain de l'économie, ça pourrait vouloir dire globaliser sur le terrain de la règle de droit. Si le monde avait été globalisé sur le terrain de la règle de droit et que les règles d'hygiène des marchés, qui sont les marchés par exemple, Rungis, étaient appliquées dans tous les marchés de gros du monde, ben, on n'aurait pas ce problème, puisqu'on Mhm. aurait appliqué. Donc, c'est plutôt de ce point de vue euh, une, euh, une, euh, une absence de règles de droit mondial qui nous a posé ces problèmes. Donc on a ce que j'appelle souvent, non pas une globalisation, mais une somalisation, c'est-à-dire une globalisation sans règles de droit, comme la Somalie, pays qui a très longtemps fonctionné sans État. Donc une globalisation sans règles de droit mondial, ça ne peut pas marcher. Donc où nous allons aller vers des règles de droit mondial beaucoup plus fortes, et après tout, pourquoi est-ce que sur l'hygiène, on ne ferait pas des règles de droit mondial aussi forte que ce qu'on fait sur le foot, puisque le football, quand la FIFA décide quelque chose, c'est d'appliquer dans le moins de villages. Par ailleurs, ça pose aussi un deuxième problème, c'est celui de l'autonomie. Et on reviendra peut-être sur l'Europe tout à l'heure. Dans certains secteurs, en particulier dans les périodes de pénurie comme aujourd'hui, on se rend compte que on a intérêt à être autonome. Euh, Mhm. et en particulier en matière des équipements fondamentaux, et la rareté conduit le blocus, de toute façon en période de blocus aujourd'hui dans beaucoup de domaines, nous pousse à produire des solutions de remplacement. L'Europe doit absolument aujourd'hui produire des solutions de remplacement. Pourquoi je pousse beaucoup pour ma part pour dire que pour les secteurs essentiels que j'ai listés tout à l'heure, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas être autonomes. Mhm. L'Europe souffre énormément d'une idéologie que je combats depuis très longtemps, qui est l'idéologie de la concurrence absolue au détriment de la politique industrielle. Il nous faut dans les secteurs essentiels une politique industrielle pour disposer de ces outils et nous en avons aujourd'hui les moyens pris par le temps. Donc il ne faut pas penser qu'on aura ça dans 15 jours. Mais Ok. j'espère que c'est la leçon qu'on en tirera. Alors effectivement, avant de parler de l'Europe, parce que c'est un autre enjeu dans cette crise du Covid-19, nous avons une question de Michel Lamblin qui poursuit un petit peu ce que vous venez de dire. Pardon. Ne doit-on pas, avant les stratégies à mettre en œuvre, avant même les objectifs à atteindre, repenser nos valeurs, en valider certaines, en ajouter d'autres et hiérarchiser le tout? Et si oui, sur quelle base et quelles valeurs peut-on dès aujourd'hui penser le monde de demain? D'abord, je pense que la principale valeur qu'il va falloir mettre en avant, c'est la valeur du temps. Le temps est la seule chose rare au fond. Et qu'est-ce que cette crise nous rappelle? Ce que nous devrions tous ne jamais oublier, c'est que nous sommes mortels. Tous ceux Mhm. qui sont avec nous aujourd'hui, tous ceux qui sont là, mourront un jour. J'espère le plus tard possible pour chacun d'entre nous, mais nous mourrons un jour. Et cette crise nous rappelle que nous sommes mortels et que donc nous devons faire le meilleur usage de notre temps sur cette planète, pour nous et pour ceux à qui nous avons donné la vie ou à qui nous avons la responsabilité de voir leur vie s'accomplir. Donc la première valeur, c'est la prise de conscience de l'importance du temps et de créer les conditions d'un bon temps. On reviendra peut-être sur ce que ça veut dire pour chacun de soi que du bon temps. La deuxième, c'est de se rendre compte que l'égoïsme est suicidaire. Si dans cette crise, chacun se conduit de façon égoïste, si on continue à voler les masques sur les tarmacs Ouais, d'aéroports, ouais. si on continue à s'enfermer dans nos solitudes égoïstes, on court à la catastrophe. Économiquement, si chaque pays se ferme, on court à une crise économique encore plus profonde que celle qui s'annonce. Donc nous avons intérêt à être altruistes. Un bon temps ne peut être un bon temps que s'il est altruiste. C'est ça, à mon avis, les deux valeurs fondamentales. En sachant qu'il n'est pas évident que ce soit ça qui l'emporte, on peut au contraire aller vers des sociétés égoïstes, narcissiques. Quand on voit les réactions aux pandémies antérieures, elles ont souvent été des réactions extrêmement euh, narcissiques et instantanées. Quand l'épidémie devient extrêmement grave, en particulier on a des exemples dans le monde romain, les gens disent bah, je vais mourir, donc puisque je vais mourir, autant profiter tout de suite de tous les plaisirs et me moquer tous les autres. Et donc une Mhm. sorte de jouissance suicidaire qui s'installe assez parfois. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut aller vers un monde où le bon temps soit un bon temps altruiste,
comme au fond, pour la plupart de ceux qui sont aujourd'hui confinés avec des enfants, le bon temps, consiste à s'occuper d'eux et à créer les conditions pour qu'ils vivent bien. Alors, dans cette même veine, quand même, on voit aujourd'hui les difficultés de l'Europe, hein, qui aujourd'hui n'est pas altruiste. Les pays européens ne trouvent pas de ligne de crête commune pour donner une réponse qui soit coordonnée à cette crise sanitaire et économique. Alors, j'en profite au passage pour poser la question de Mounia Mostafewi, qui vous remercie pour ce webinaire, Monsieur Attali, mais qui demande: que pensez-vous de l'alerte lancée par Jacques Delors sur le danger de la disparition de l'Union européenne en l'absence de solidarité plus forte? Solidarité que nous voyons en ce moment un peu défaillante. Eh bien, pour une fois, je ne suis pas d'accord avec Jacques. Je ne crois pas du tout que ce soit le cas. D'abord, l'Europe n'a jamais eu comme mandat de s'occuper de la santé. J'entends l'Union européenne en tant que telle. Donc, on ne peut pas reprocher à l'Europe de ne pas s'occuper d'un sujet qui n'est pas de sa compétence. Mhm. Deuxièmement, le budget européen, c'est 1% du PIB. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Donc, si les États n'avaient pas limité à cette contrainte, on n'en serait pas là. Troisièmement, avec ces contraintes extrêmement limitées, l'Europe, depuis 15 jours, seulement 15 jours, a commencé à faire beaucoup de choses. D'abord, la Banque centrale, après quelques hésitations, met énormément de moyens sur la table pour assurer la solvabilité, la liquidité, pas encore la solvabilité, la liquidité des banques et la liquidité des entreprises d'une façon illimitée. Imaginez si on n'avait pas l'euro et la Banque centrale, où on en serait. Deuxièmement, on a une Union européenne qui, par le biais du commissaire européen chargé de ça, qui se trouve être français, par le biais de la commissaire, assure autant qu'il est possible, avec des moyens dérisoires, qui sont ceux de la Commission, un début de commencement de politique industrielle sur les secteurs dont je viens de parler. Un début de reconversion, de faire en sorte que les industries se retournent vers d'autres industries qui ne peuvent pas produire, se retournent vers les secteurs essentiels et se convertissent dans ça. Et enfin, je pense que de nouveaux instruments vont apparaître. Sans rentrer dans les détails techniques, on va voir prochainement une nouvelle facilité apparaître dans le contexte de ce qu'on appelle l'ESM, qui est un instrument financier très important qui est parallèle à la Banque centrale, qui va dégager encore beaucoup plus de moyens. La Banque européenne d'investissement va mettre plus de moyens. Et j'ai moi-même proposé aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on mette sur la table la possibilité non pas d'un coronavirus bond, qui est, à mon avis, au général, mais d'un bond, un sovereign bonds, qui permettrait de financer les secteurs dont je viens de parler. Donc, un bon commun qui financerait les secteurs de l'économie de la vie, les secteurs de l'économie positive. À mon avis, une telle proposition a plus de sens d'être acceptée parce qu'elle correspond à une urgence et à des besoins que même les pays d'Europe du Nord peuvent accepter. Donc, je ne crois pas que l'Europe soit défaillante. Je dirais même, d'une façon paradoxale, que pour moi, l'Europe est mieux placée que les États-Unis et mieux placée que la Chine pour sortir de cette difficulté. J'entends l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont dans un état de désorganisation administrative, politique et de coordination et de système de protection sociale très difficile, parce que la Chine est en état d'absence de transparence et de très grandes difficultés intérieures qui sont loin d'être réglées, tandis que l'Europe, qui a non pas une doctrine commune dans cette affaire entre les Italiens et les Suédois, les doctrines de gestion de cette crise restent très différentes, mais qui a malgré tout beaucoup plus de moyens que personne en matière de protection sociale et qui commence à prendre conscience, même dans les milieux allemands ou hollandais qui étaient jusque-là réticents, qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser tomber l'Italie et l'Espagne. Ils ne peuvent pas se le permettre parce que ce serait la fin de l'euro. Et la fin de l'euro, ça veut dire qu'on retourne à une monnaie allemande qui serait extraordinairement surévaluée et qui détruirait la valeur de l'épargne allemande. Donc l'Allemagne a intérêt, plus que personne encore, au maintien de l'euro, contrairement à ce que beaucoup croient. Donc je ne crois pas du tout que l'Europe soit menacée. Bien sûr, il arrive que certains pays se conduisent de façon suicidaire. C'est vrai qu'on a failli voir l'euro disparaître juste avant que M. Draghi ne prenne ses responsabilités, et on peut encore imaginer des erreurs qui nous conduisent dans le fossé ou dans le ravin. Mais je sens que l'Europe, au contraire, a plus de potentiel que les autres. Très bien, merci et bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur ce webinaire. On voit encore beaucoup de monde. Nous sommes donc avec Jacques Attali, webinaire organisé par l'Institut pour l'économie positive. Nous avons une question de Sébastien Morel qui dit: je suis responsable territorial de Positive Planète France à Roubaix et je suis fort inquiet que ce confinement et ce ralentissement de l'économie
qui entraîne par exemple une très forte baisse de l'intérim, ne creuse encore plus les inégalités sociales. Qu'en pensez-vous? Et moi, j'ai même envie de rajouter, comme pour les conséquences du changement climatique, ce sont les personnes les plus vulnérables et les plus exposées, qui sont les plus exposées, pardon. Est-ce que limiter les inégalités sociales, finalement, ce n'est pas prévenir les prochaines crises? Oui, bien sûr. Je réponds à cette question en commençant par le début. Je remercie notre responsable de Roubaix, puisqu'il s'agit d'une branche de Positive Planète qui travaille dans les quartiers pour aider les jeunes à créer leurs entreprises, des entreprises positives, et à les faire se développer, en particulier à Roubaix comme dans 40 autres quartiers en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos collaborateurs, nos bureaux continuent à le faire et trouvent tous les moyens pour aider, tant en matière de santé qu'en matière d'accompagnement, les entreprises qui se trouvent en difficulté, en particulier les entreprises des jeunes des quartiers qui vivent en particulier le confinement dans des circonstances particulièrement difficiles. Donc, je leur remercie et je lui dis aussi ma gratitude. C'est vrai que ça va créer des problèmes en matière de certains métiers qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont apparaître. Euh, je ne dis pas que c'est fait pour demain matin, mais tout le commerce en ligne crée des besoins considérables de distribution qui devraient faire apparaître aujourd'hui, pour les métiers dont il parle, des gisements d'emplois importants. Et dans beaucoup de secteurs de ces invisibles qui, naturellement, il faudra rémunérer beaucoup plus, mais ça, c'est une question qu'on verra après, parce que de toute façon, il faut changer l'équilibre des rémunérations des professions entre les unes et les autres. Ça, ce sera le sujet le plus important pour plus tard. Mais je crois qu'en effet, les plus fragiles sont une fois de plus ceux qui vont souffrir le plus, tant dans nos pays que dans d'autres. Si la vague touche l'Afrique, ce sera particulièrement visible. En Inde, on le voit. Et chez nous, il s'agisse des sans domicile fixe, des gens confinés dans des conditions très, très difficiles parce que leurs logements sont restreints. Il s'agisse de gens qui n'ont tout simplement pas de revenus garantis parce qu'ils ne sont pas salariés, dont on parlait à l'instant. C'est à cela qu'il faut assurer une protection. Et la France le fait sans doute mieux que beaucoup d'autres parce qu'elle a à la fois une protection au chômage, qui touche un maximum de gens et pas tout le monde, mais aussi un système de sécurité sociale qui, à la différence des États-Unis, n'est pas associé à l'emploi, mais associé simplement à la personne et qui permet d'être protégé même si on a perdu son emploi. Mhm. Et donc, en effet, ça pose à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale la question, au fond, de savoir quelle valeur on donne à la vie. Si la vie a de la valeur, alors il faut la protéger et une vie vaut autant qu'une autre. Et du coup, d'après vous, et c'est une question de Gabriel Plassa, quel serait le meilleur usage des millions d'euros d'aide publique qui vont arriver dans les mois qui viennent? Il ne s'agit pas de millions, mais il s'agit de centaines de milliards. 2 milliards, tout à fait. Voilà. Le meilleur usage pour moi, c'est d'abord d'assurer la liquidité des entreprises pour qu'elles Ouais. puissent continuer à payer leurs salaires, leurs salariés, et si possible faire redémarrer ou maintenir l'activité qui permet aux gens à la fois d'avoir leur emploi, mais aussi de consommer, même si c'est à distance, de consommer. Je vais revenir sur ce qu'on peut consommer. Donc c'est la priorité. La deuxième priorité, c'est, sans dire que c'est une hiérarchie de priorité, mais la deuxième, c'est évidemment la justice sociale, c'est d'assurer la protection de ceux qui ne sont pas salariés, de ceux qui sont en situation difficile et qui vont voir leur monde s'effondrer, en particulier dans les secteurs qui auront un très grand mal à rouvrir. Il faut quand même affronter les choses. Qui cet été ira dans un festival? Qui cet été ira au restaurant? Qui cet été prendra l'avion? Qui même cet été prendra le train? Qui cet été ira dans un théâtre ou dans un cinéma? Donc, il y a des métiers qui vont être très, très, très durablement impactés. C'est cela qu'il faut protéger. Et enfin, il faut que ces milliards aillent, c'est ce que je disais tout à l'heure, vers les secteurs positifs pour investir, pour organiser leur développement et même la conversion. Quand on voit que des entreprises automobiles qui vont sans doute travailler moins à produire des automobiles dans les mois qui viennent peuvent, et ça fait des semaines que je dis que ça devrait être fait, être convertis pour s'associer à la production de respirateurs dont on a par exemple très besoin et qu'on voit maintenant en particulier en France, comme ça a été fait dans d'autres pays, les entreprises comme Renault, Valeo s'associer avec Air Liquide qui produit cela, ça donne des nouveaux
secteurs qui viennent d'une économie de guerre au sens d'une conversion vers des nouveaux secteurs. Et là, l'investissement sera à la fois nécessaire et extrêmement rentable, tant en termes de croissance économique que d'emploi. Est-ce que ça nécessitera aussi de repenser l'éducation de demain? D'abord, cette crise nous apprend qu'on peut faire plein de choses par le numérique. Mhm. Il y a longtemps que j'explique que l'information est un substitut à l'énergie et que les téléconférences peuvent remplacer bien des voyages. Il faut une crise comme ça pour en accélérer la prise de conscience, comme d'ailleurs sur la prise de conscience de soi-même, sur ce que j'appelle le devenir soi, sur lequel on pourrait revenir tout à l'heure, où cette crise est une occasion de prendre conscience. Mais sans doute faut-il aussi prendre conscience que rappelez-moi votre question, je me suis perdu dans ma réponse. On était sur l'éducation de demain. Voilà. Est-ce que tout Alors, cette crise nous rappelle l'importance des nouvelles technologies pour Mhm. converser, et en termes d'éducation, elle nous apprend d'abord l'extraordinaire mobilité des systèmes, des parents, des profs qui, en très très peu de temps, ont réussi à mettre en place avec l'hésitation, avec des choses difficiles, avec le fait que certains parents sont moins en situation que d'autres. Mais ce que moi je retiens peut-être plus encore, c'est ce qui manque. La communication existe, les moyens existent, mais ce qui manque et qui, à mon avis, mériterait de se développer plus, c'est les groupes virtuels entre élèves d'une même classe, entre parents d'une même classe. Moi, j'ai beaucoup appris, plus encore qu'en travaillant tout seul, en groupe, en disant à mes camarades, tiens, ça je ne comprends pas, tandis qu'un autre disait que c'est autre chose qu'il ne comprenait pas. Et je trouve que ce qui manque encore dans l'éducation virtuelle qu'on met en place en ce moment, et je pense que ça va se faire, c'est de pousser à la mise en place de groupes entre parents et enfants qui s'échangeraient. Un groupe qui est bon en anglais, un parent qui est bon en anglais pourrait donner des cours aux enfants de d'autres, et un autre qui est bon en maths pourrait faire pareil. Et de même pour les enfants eux-mêmes et pour les profs eux-mêmes. Donc il y a, je pense encore, à sortir de cette dimension pyramidale et hiérarchique dans laquelle nous sommes pour aller vers le groupe. Et les technologies comme Zoom ou d'autres permettent de créer des groupes qui seraient des groupes d'enfants qui se réunissent entre eux pour faire leurs devoirs. Et donc, je pense que l'éducation numérique va avoir un important. Et là encore, ceux qui vivent à 4 dans un hangar et n'ont pas les moyens de se payer une tablette sont les victimes. C'est là où pour eux, à vous disposer de ces instruments et faire partie de groupe va être absolument essentiel. Oui, tout à fait. Alors, une question qui n'a rien à voir, elle nous vient d'Ambroise Carrière. Les forces de lobbying agissent-ils pendant cette période ou est-ce l'un des rares moments où leur pouvoir est limité pour des raisons de temps court, d'urgence médiatique, de pression de la population? Et donc, pouvons-nous imaginer que ce soit la période la plus propice de ce fait pour amener un changement fort? Quel est votre point de vue, Jacques Attali, là-dessus? Une très très bonne question à laquelle on Mmh. aura la réponse que beaucoup plus Après. tard. Mmh. Je pense que les lobbies agissent beaucoup, en particulier pour obtenir tel ou tel privilège, tel ou tel avantage. C'est ce que j'appelle les passagers clandestins dans une situation de ce genre, où il y a des gens qui vont vouloir profiter de ça pour avancer telle idée ou pour faire avancer tel projet ou pour défendre tel intérêt. On le dit, et je suis incapable d'avoir un avis, il y a ce genre de lobby pour avancer telle ou telle solution thérapeutique. Si j'avais à donner un jugement subjectif, je dirais que les lobbies sont là quoi qu'il arrive et il Mmh. appartient au pouvoir politique d'être assez fort pour résister et je ne crois pas que cette crise réduise leur pouvoir. Donc, vous pensez justement qu'ils sont assez forts pour résister? Je le crains. Une question de Cyril Montana. Bonjour. Quelle garantie existe pour être certain que les choses et le monde vont vraiment changer vers plus de social? Hop là, j'ai perdu la question. De transition écologique et moins de néolibéralisme. Quid des belles paroles post-choc mais non suivies d'action? Alors tout ça, de la mise en œuvre finalement. Cyril, que je connais bien, c'est mon point de vue là-dessus. La réponse à ça, c'est qu'il faut agir. Et on n'est pas spectateur de ça. Si on veut que ce ne soit pas que des belles paroles et qu'après on retourne à l'identique, il ne faudra pas l'oublier. Il faut dès maintenant, rejoindre le mouvement de l'économie positive, travailler avec nous et nous aider à être un groupe de pression plus fort encore pour que ces valeurs soient entendues, reconnues et développées. Nous voulons développer le mouvement de l'économie positive.
s'il a atteint assez de force pour être entendu et que tout ce que je viens de dire devienne un vrai mouvement puissant, alors on aidera avec d'autres à ce que tout ça ne soit pas oublié. Mais Ouais. si on reste simplement spectateur en disant est-ce que ça va être oublié, ben, c'est perdu. Alors Hervé, merci Jacques-Hervé. Hervé Stem nous dit j'aimerais votre perspective sur un autre terrain, notamment de la géopolitique du pétrole. On pourra parler de géopolitique plus globalement pour savoir qui éventuellement pourrait se sortir le mieux de cette situation. Mais pour l'instant, il veut savoir quelles sont les conséquences de cette guerre des prix et d'un prix du baril aussi bas dans cette dynamique actuelle entre les gros producteurs américains, saoudiens et russes. La guerre des prix n'est pas une guerre des prix, c'est simplement le fait que les prix sont bas parce qu'il n'y a pas de demande. Personne n'utilise l'avion, personne n'utilise la voiture, les camions sont utilisés, mais ça représente peu. Les usines tournent à moins 20%, 30%, 40%, donc il y a moins besoin de pétrole. Donc il n'y a pas de guerre des prix, même si ça apparaît comme tel, ou s'il y a eu un déclenchement où chacun a voulu protéger sa part de marché. Il y a simplement le fait que quand la production baisse de 20, 30, 40, 50%, moi je pense que l'économie mondiale va tourner autour de au moins 20% cette année, moins 20% et pas plus 2 ou moins 4, est évidemment qu'on a besoin de moins de pétrole et donc que le prix baisse, au point même qu'on parle dans certains cas de situations où on n'arrive même plus à stocker le pétrole qu'on sort des puits. Donc, ce n'est pas une guerre des prix. La, la, c'est une réalité de ce que quand une économie est en récession, elle utilise moins d'énergie. Et là, les partisans de la décroissance voient ce que ça veut dire, la décroissance. Ça veut dire beaucoup de chômage, certainement, c'est très bon pour la nature, mais ça veut dire beaucoup de chômage, de misère et de pauvreté. Et ce qui veut dire que ce n'est pas une décroissance qu'il nous faut, mais c'est un changement de modèle dans lequel on continuerait à créer les conditions d'un plein emploi et d'emploi valorisant et utile, mais qui utiliserait moins d'énergie parce qu'elle serait une économie plus tournée vers les secteurs de la vie dont je parlais tout à l'heure, les secteurs positifs. Et ces secteurs-là sont beaucoup moins consommateurs d'énergie que les secteurs moins essentiels dont on peut faire la liste, comme le textile ou l'automobile ou d'autres secteurs qui auront à se reconvertir assez largement. Merci beaucoup. Alors encore une autre question, beaucoup de questions qui nous arrivent. Une question de Kosela Sugar. Aurions-nous pu gérer cette crise sanitaire de façon logique et plus globale? Ce virus n'a pas de frontières, comme certains le disent. Cette crise ne relèverait-elle pas les limites nationales ou territoriales? La surexploitation des ressources locales en Afrique et la chasse aux pangolins démontrent peut-être ce lien et ce manque de protection et question globale. Qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. Quand j'ai, il y a 10 ans, évoqué le risque de pandémie, j'avais dit que si par malheur une telle pandémie arriverait, elle nous ferait prendre conscience de notre unité planétaire et de la nécessité de régler les choses ensemble. Si on avait aujourd'hui des réglementations sur la conduite à l'égard des animaux, leur non-consommation, la transparence des informations médicales données par tous les pays, si nous avions tout ça, on n'en serait pas là. Et si on avait toujours tout su sur ce qui se passait dans les pays le pays où cette crise a commencé, et si on avait interdit depuis longtemps, comme ça aurait dû être fait, la consommation d'animaux sauvages, on n'en serait pas là non plus. Donc, on a besoin de règles normales mondiales. Je ne dis pas d'un gouvernement mondial, parce que c'est sans doute trop utopique que de parler de ça aujourd'hui, mais on a besoin de règles mondiales et de règles respectées. Et un pays qui ne les respecte pas devrait être puni. On en est loin. C'est très clair. Comment faire en même temps tout ce qu'il faut, hein, payer les invisibles dont vous parliez dans votre introduction, limiter la caisse sociale et à peu près tenir les finances publiques? Est-ce que c'est un objectif aujourd'hui de tenir encore une finance publique? Bon, dans toute crise, il y a un moment de dépassement de ça où on sort. On est en économie de guerre dans les États-Unis, qui sont le bon exemple d'une économie de guerre. Quand ils sont entrés en guerre en 1941, progressivement, leur déficit public est monté à 150% du PIB. Et ils l'ont fait disparaître ensuite par la croissance, qui a avalé énormément de la dette publique, et aussi par des impôts qui, à certains moments, il faut le rappeler, l'impôt sur le revenu est monté à 90% du revenu des Américains, hein, 90%, imaginez. Donc, mais qui a été supportable, c'était la tranche la plus élevée, parce que c'était dans une période de croissance énorme liée à la reconstruction. Et
La dette a été avalée par la croissance. La dette pourra être avalée par la croissance. Il ne faut pas trop s'en inquiéter, d'autant plus qu'aujourd'hui, tant que l'inflation reste basse, ce qui est aussi d'ailleurs lié à la situation énergétique, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, et les taux d'intérêt étant très bas, on peut emprunter encore à taux fixe, surtout à taux fixe, pas à taux variable, à des taux d'intérêt très bas, donc il n'y a pas de risque porté par l'endettement dans les années qui viennent, surtout si cet endettement n'est pas seulement utilisé pour maintenir la liquidité des entreprises, mais pour investir dans les secteurs positifs dont je viens de parler. Alors, Olivier Lenormand s'interroge sur le temps d'un revenu universel n'est-il pas venu pour assurer un filet de protection et de sécurité aux plus fragiles et favoriser l'arbitrage entre travail et temps libéré? Est-ce que plus globalement, on peut aussi s'interroger sur cette nouvelle relation au travail qui va peut-être surgir à l'issue de cette crise? Vous avez commencé à en parler tout à l'heure Oui. avec la numérisation du travail. Voilà. Le revenu universel, il existe en France. On Ouais. ne l'appelle pas comme ça, mais RSA, RMI, toutes les formules successives qui ont été mises en place, le minimum vieillesse, tout ça, ça existe. Le revenu universel, la différence, c'est qu'il serait donné à tout le monde, y compris à ceux qui n'en ont pas besoin, qui ensuite seraient remboursés ou récupérés. Mais en France, il existe. Il y a des tas de pays où, évidemment, il n'existe pas, où il serait absolument fondamental. Je pense aux pays africains. Je me suis toujours méfié du revenu minimum, du revenu universel, parce que, d'abord, à l'intérieur d'un pays, si vous donnez du revenu universel, ça va pousser les gens à acheter des choses qui seront pour beaucoup d'entre elles importées, donc ça ne va rien rapporter à l'économie du pays, ça ne va pas créer d'emplois. Deuxièmement, parce qu'à moins qu'on force les gens à les utiliser sous forme de bons pour acheter des produits nationalement, mais là, ce n'est plus un revenu universel, c'est des coupons. Et deuxièmement, j'ai toujours constaté que ceux qui étaient partisans du revenu universel sont souvent des gens très riches, du genre, on va leur donner un petit revenu pour qu'ils nous fichent la paix et qu'on puisse s'enrichir tranquille. Ça, j'aime pas. Ce côté bonne conscience Voilà. d'une population. Par contre, la réforme profonde du travail, le fait que des métiers en première ligne soient beaucoup plus rémunérés, en particulier tous ceux dont je parlais tout à l'heure, auxquels j'ai ajouté, je crois l'avoir fait, la recherche, l'innovation, qui sont absolument fondamentales. Cela, plus que des métiers qui aujourd'hui gagnent scandaleusement de l'argent. Est-il normal qu'on paye un footballeur, un chanteur ou un grand designer de mode le prix qu'on le paye? Je crois que réévaluer ce qu'on appelle le luxe, le vrai luxe, c'est le temps libre. Et le temps libre, ça doit être un temps complet. Même le temps de travail doit être un temps libre. Parce que si le travail est libre, le temps de travail devient une partie du temps libre. Donc il faut changer progressivement le travail pour que le vrai luxe, ça soit d'avoir une vie pleine, créative, libre et non aliénée, où on fasse non pas quelque chose parce qu'on en a besoin pour gagner sa vie, mais on fasse quelque chose parce que ça nous intéresse. Alors précisément sur ce sujet, Marie Linser s'interroge: comment assurer un changement d'équilibre de rémunération des professions comme vous le souhaitez, enfin comme vous le préconisez? Ça prend du temps, et forcément, si on le fait, comme c'est un gâteau à peu près à somme nulle, il y a des gens qui vont avoir moins. D'abord, il faut regarder l'équilibre entre les trois principaux activités: retraités, salariés du public, salariés du privé. Sans doute, si on doit rééquilibrer, ce sont les retraités d'un certain niveau qui devront voir leur retraite évoluer moins vite, et ce sont les salariés des métiers invisibles, qu'il s'agisse du privé ou du public, qui devraient voir leur métier évoluer plus haut. Mais là, c'est possible. Vous avez des pays en Europe qui rémunèrent leurs professeurs ou leurs infirmières, dans certains cas, le double de ce qu'ils sont rémunérés en France, sans que ça soit un obstacle à leurs finances publiques. C'est possible. Ça devrait se faire sur une période assez longue. Sans doute faudra-t-il enfin entrer dans les économies qu'on devra faire, dans des secteurs où les lobbies ont installé des avantages pour les entreprises, tant dans certains secteurs industriels où il y a des subventions dont ils pourraient se placer, dans certaines parties du secteur agricole où les grandes coopératives pourraient survivre sans toutes les subventions qu'elles reçoivent, et dans certaines subventions, en particulier d'aide au logement,
non pas des logements sociaux, bien sûr, ni des logements les plus défavorisés, mais dans lesquels il y a des réserves. J'ai souvent expliqué quel genre d'économies sont possibles. Ces économies ne doivent pas être une façon de taper sur les plus faibles, mais au contraire, de créer les conditions de donner davantage de rémunération aux invisibles dont on parle. D'accord. Une question de Gabriel Plassa qui demande… Je donne encore 7 minutes, si vous voulez bien. On se prend tous collectivement 7 minutes. Donc, pensez-vous que nous pourrions en profiter pour créer une nouvelle monnaie numérique pour orienter encore plus les flux financiers vers les secteurs positifs? Et moi, j'ai envie de rajouter à cette question, même s'il commence à se dessiner de manière évidente, quels sont les secteurs, ce que Gabriel Plassa appelle les secteurs positifs, mais où doit-on investir désormais? C'est ce que j'appelle d'abord la monnaie numérique, elle viendra pas. Moi, je pense qu'elle viendra par les banques centrales. Je suis très contre les monnaies numériques privées parce qu'elles ajouteront au chaos qu'on a évoqué dans la première question, c'est-à-dire des marchés sans règles de droit. Il n'y a rien de pire. Et les monnaies, genre de celles qui ont surgi en privé par des petites ou des grandes entreprises, c'est la balkanisation du monde, le narcissisme généralisé et une bombe à retardement dans les États, dans la souveraineté, dans le secteur public. Je suis contre. Par contre, que les monnaies nationales ou supranationales comme l'euro ou comme d'autres passent à leur dimension numérique, bien sûr, bien sûr. Pour ce qui est de savoir quels sont les secteurs, je l'ai redit, je l'ai dit tout à l'heure, la santé, c'est-à-dire les hôpitaux, les cliniques, les médecins, les infirmières et tout ce qui va avec, les équipements, l'industrie de la santé, l'industrie électronique, mécanique, l'industrie biologique, l'industrie pharmaceutique, l'hygiène, les déchets, l'eau, l'alimentation, tout ce qui va avec l'alimentation, les tracteurs, les engrais, autant qu'ils sont, et aussi peu et autant qu'ils sont nécessaires, parce qu'on ne peut rien faire sans engrais dans l'essentiel des agricultures et du monde, la digitalisation de l'économie, l'éducation, la culture, la recherche, l'innovation, la distribution, le transport de marchandises. Voilà une première liste de secteurs clés et des secteurs dans lesquels l'économie qui n'est pas clé devrait pouvoir se reconvertir utilement. C'est ça l'économie positive. Merci à tous pour toutes vos questions. On va avoir des frustrations parce que beaucoup de questions passionnantes sont en train de nous arriver, mais comme nous arrivons au bout de ce webinaire avec Jacques Attali, moi je vais me garder la question de la fin. Je voudrais savoir quel est le message que vous voudriez faire passer aux leaders politiques et économiques afin qu'ils s'engagent dans cette économie positive que vous défendez. Je voudrais d'abord qu'ils s'intéressent au concept d'économie positive, qu'ils le regardent, qu'ils l'étudient. Nous mesurons, par exemple, dans l'Institut, depuis 5 ans maintenant, la positivité des pays de l'OCDE. On les classe. Et on voit, avec un certain nombre de critères, quels sont les pays les plus positifs. J'aimerais beaucoup, ce que nous avons réussi dans certains pays, mais pas dans d'autres, à faire en sorte que ce classement devienne une occasion de débat. Quand on constate que l'Italie est mal classée, ça doit être un débat et faire prendre conscience des enjeux à rattraper. Quand on constate que les pays d'Europe du Nord sont mieux classés, on devrait tirer des leçons de ces pays. Nous le faisons chaque année dans les différents forums que nous organisons en France et ailleurs pour mesurer et tenter d'attirer l'attention. Donc, je voudrais que les hommes politiques s'intéressent au classement plus ou moins positif de leur pays. La France, sur les quelques 40 pays de l'OCDE, le moins est aujourd'hui en milieu de tableau, ce qui n'est pas génial. Et il faudrait qu'on ait un grand débat chaque année pour l'améliorer. Il faudrait aussi que quand on débat du budget chaque année, on essaye de voir non pas seulement le budget dans son optique annuelle, mais de se dire en quoi est-ce un budget positif? En quoi aide-t-il à l'amélioration de la positivité de mon pays? Et ceci est vrai aussi pour les entreprises, c'est vrai pour les collectivités. J'aurais aimé, et peut-être ce sera le cas un peu plus tard, que dans le débat sur les élections municipales, on juge de l'action d'un maire en fonction de la positivité de son action. Certaines villes nous ont demandé de mesurer leur positivité. On l'a fait et ça donne des choses très intéressantes qui peuvent nourrir le débat public. Et en même temps, les investisseurs peuvent se dire moi, j'investis plus dans un pays positif parce qu'un pays positif est plus stable. Donc, j'invite les politiques
à prendre conscience du fait qu'il ne faut pas regarder seulement l'indice du PIB ou l'indice de la balance des paiements ou même l'indice du chômage. Parce qu'après tout, c'est très facile de supprimer le chômage. Il suffirait de supprimer l'allocation chômage. Tout le monde serait obligé de travailler pour gagner son pain. Donc, l'indice de chômage n'est pas en soi un bon indice. Qu'indice, c'est le bon travail, le travail utile pour soi et pour les autres. Un bon temps qui permet de devenir soi, de se trouver soi-même, de créer les conditions que cette vie unique que nous avons, nous l'utilisions de la meilleure façon possible. Et sans doute est-ce l'occasion, dans cette période de confinement, de se poser, intérioriser, de se confiner en soi-même pour savoir si la vie que nous menons est vraiment la meilleure possible. En se rappelant d'une chose très simple, que tout le monde oublie. Notre vie est très courte et nous n'en avons qu'une. Et si nous pouvions nous en souvenir et faire en sorte que les hommes politiques se souviennent qu'ils ont la charge de faire en sorte que notre vie, la plus courte, soit la plus longue possible, notre vie la plus seule et unique soit la plus pleine possible, on aura été utile. Ce sera le mot de la fin, un mot très fort. Jacques Attali, merci pour cette intervention. Merci à tous d'y avoir participé. Donc, beaucoup de questions nous sont arrivées. Sachez que les équipes de l'Institut de l'économie positive seront à pied d'œuvre pour y répondre parce que vous n'avez pas tous eu vos réponses. Merci à tous. Continuons à débattre, continuons à réfléchir. Ce webinaire, je crois, n'était que le premier d'une série. Absolument. Merci encore, Jacques Attali. Et merci, Marie, de votre participation. Et merci à tous d'être là. Merci. Au revoir. Et peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir.